Donc, bienvenue dans cette semaine thématique sur la réduction de l'empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur du végétal pour vous présenter différentes idées de solutions innovantes. Et voilà, ce temps de présentation est consacré à la supply chain comme levier pour la décarbonation et une certaine agilité des structures. Et dans ce cadre, VGPolis Vallée donne la parole à un de ses adhérents, donc le cabinet Résultance. Et vous allez avoir une présentation à trois voix par Pierre Miguez, Sébastien Rabat et Sébastien Bruyère. Donc, je vous laisse la main pour nous expliquer les adaptations, optimisations possibles de la supply chain en vue d'une décarbonation. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, on est là pour vous présenter justement cet axe autour de la supply chain, de la décarbonation. Euh, Comme disait Madame Desfossés, on va d'abord prendre un temps pour se présenter un petit peu plus en termes d'expérience. On va vous présenter ensuite la société résultante et donc nos capacités d'action et d'offre de services autour de la supply chain et de la décarbonation. Et puis ensuite, on aura un temps un peu plus précis sur la logique de planification robuste et performante dans le monde moderne, qui va permettre en fait d'être une bonne base en fait à des activités de décarbonation de la chaîne logistique. Sébastien, je te laisse la parole. Alors lequel? Ça va être compliqué avec deux Sébastien. Bruyère, Mais bah, pour te présenter entre guillemets. Pour me présenter rapidement, du Ouais. coup, très bien. Donc, Sébastien Bruyère, et moi, je suis référent décarbonation. Donc, comme mon CV et mes quelques certifications l'attestent, j'aime bien le sujet carbone. Donc, ça fait depuis 15 ans que je travaille sur le sujet énergie et carbone en particulier. J'ai essentiellement travaillé à des stratégies de décarbonation à plusieurs échelles, donc pour des groupes, pour l'ADEME aussi, pour des projets de recherche et donc pour essentiellement évaluer les potentiels d'atténuation et les leviers qui étaient actionnables. Donc dans ce sens-là, je le représenterai plus tard, mais je suis agréé par la BPI pour réaliser certains types de diagnostics et également par l'ADEME pour réaliser le diagnostic acte pas à pas que l'on va évoquer plus tard. Voilà. très bien, merci Sébastien. Bonjour aussi à toutes et à tous. Donc Sébastien Rabat, moi je suis fondateur et directeur du cabinet Max. Donc c'est le logo que vous voyez aussi en haut à droite. Donc il y a un cabinet de conseil spécialisé en supply chain et qui fait partie du groupe Résultance. Voilà. Et moi je suis donc un expert en tout ce qui est performance des opérations, opérations industrielles et supply chain. Merci. Donc pour ma part, j'ai aussi une expertise dans toute la partie industrielle et supply chain, une expertise aussi dans la conduite de transformation RSE ou de décarbonation. Et j'ai dans mon parcours aussi bien un parcours industriel qu'un parcours aussi plus agricole autour de la partie agricole, agroalimentaire, semences et toute une partie aussi autour de l'horticulture. Donc une bonne connaissance du milieu du végétal. Donc le cabinet Résultance, on est un cabinet en fait européen. On a 20 ans d'expérience, un cabinet qui a été créé par une équipe, par trois Belges. Et donc on a un positionnement historique du nord de la France, Benelux. Et comme évoqué, maintenant on a donc 8 bureaux répartis en fait à la fois en France, à la fois au Benelux et en Angleterre. Notre ADN, en fait, c'est de transformer la stratégie des entreprises en résultats, c'est-à-dire que on va être capable de vous accompagner de manière très pragmatique. On fait pas que des slides, entre guillemets, on fait pas que des concepts, mais on va jusque dans l'atteinte des résultats, la transformation réelle en résultats. Et la preuve que l'on a de ces actions, c'est qu'on s'engage sur nos résultats, on a toute une partie de nos honoraires variables qui sont actionnables ou liés à des engagements de résultats opérationnels. On est partenaire de long terme de nos clients depuis 20 ans. Il y a des clients qu'on suit depuis plus de 20 ans. Et ça, c'est grâce aux 150 consultants qui sont chez nous.
Très bien. Pour vous présenter une cartographie rapide des sujets sur lesquels on intervient auprès des entreprises. Donc aujourd'hui, on a essayé de les synthétiser à travers cette pyramide. Ce que vous retrouvez en bas, qui est pour nous essentiel, c'est vraiment de travailler l'accélération des flux pour que on puisse obtenir les produits finis disponibles chez nos clients, vendus, et donc générer rapidement aussi du cash disponible. Donc, on a des missions qui sont, comme le disait Pierre, très opérationnelles, que ce soit chez des fournisseurs pour travailler la partie achat, approvisionnement, de l'excellence opérationnelle dans les systèmes de production et derrière toute la partie distribution, entrepôt. Euh, Nos missions sont beaucoup liées à de la conduite du changement. Donc, on a beaucoup de compétences au niveau de nos équipes aujourd'hui pour intervenir sur vraiment de la transformation. Donc, on fait des diagnostics, on remet des roadmaps, mais derrière, on accompagne nos clients aussi à monter en compétences et transformer aussi leurs organisations pour pouvoir supporter les nouveaux systèmes. Sur la partie flux d'informations aujourd'hui, donc on a pas mal de sujets qui tournent autour de la prévision et du planning. Travailler les aspects charge, capacité, usine, des missions autour du lean office et souvent dans la partie plutôt service client, ADV. Donc voilà, c'est on va dire les bons principes de ce qu'on peut retrouver en termes de lean manufacturing, mais à appliquer à des services aussi un peu plus bureau. Euh, on fait pas mal de digital à travers de l'aide au choix ici. C'est-à-dire qu'on vous accompagne beaucoup pour mettre en place des solutions rapides qui permettent de supporter la transformation. Mais derrière, quand il faut industrialiser un outil qui a été développé, on accompagne nos clients aujourd'hui à faire quelles sont les solutions du marché, quels sont les éditeurs qui peuvent répondre à vos besoins. Donc ça, sur une cartographie assez vaste, mais de logiciels qui appartiennent quand même au milieu de la supply chain. Et une fois que vous avez choisi la solution qui vous convient, on va rester en support, notamment à faire de l'AMOA pour vous aider dans l'intégration du nouveau logiciel. On travaille sur des aspects aussi reporting et business intelligence. Donc aujourd'hui, on a toute une partie de nos équipes, dans les 150 consultants, on en a une partie qui est dédiée notamment à l'intégration de Power BI, qui est un outil qui se développe quand même de plus en plus au sein des entreprises. Et on a des missions aujourd'hui qui tournent autour de l'intelligence artificielle et de son intégration pour optimiser aussi de la performance en supply chain. Si on remonte d'un cran, la partie tactique, beaucoup de missions autour du processus industriel et commercial, hein, donc PIC ou SNOP. Donc, c'est des missions d'accompagnement à la structuration du processus et également à la mise en œuvre opérationnelle. C'est-à-dire qu'on reste dans les premières boucles aujourd'hui au travers de ce processus pour le mener auprès de nos clients. Donc, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ce processus, l'idée, c'est quand même d'avoir des prévisions long terme qui vous permettent d'anticiper des changements de la demande et d'adapter votre système de production en conséquence. Et là, c'est des décisions que vous devez prendre assez rapidement si vous voulez qu'elles se répercutent pour les prochains mois devant vous. Donc, c'est un processus qui est essentiel aujourd'hui pour pas mal d'entreprises dès que vous atteignez une taille assez grande. La partie des DMRP, ça, on va en parler un petit peu après, donc je vais pas m'étaler dessus. De l'autre côté, donc, on travaille aussi des sujets de sourcing et de gestion des risques achats. Je ne sais pas si Pierre, tu voulais en parler très rapidement. Oui, sur la partie gestion des risques, on a une expertise sur toute la partie l'accompagnement à la construction des plans d'approvisionnement, notamment en semences, voilà, pour pouvoir tenir compte des risques, des variabilités de rendement, des variabilités de qualité, etc. Donc voilà, dans la partie sourcing, il y a aussi toute la partie stratégie finalement de production sur un certain nombre de métiers plus agricoles. Très bien. Et la dernière partie, stratégie. Donc, ce que vous voyez à gauche, politique d'offres et de services. Ça, c'est la partie, sachez ce que vous proposez à vos clients, ce qui est essentiel. Donc, mes produits, qu'est-ce que j'ai sur stock à proposer? Qu'est-ce que j'ai plutôt à la commande? Quel niveau de stock je vais proposer auprès de mes clients? Quel service je vais associer à ça? Où est-ce que je positionne mes stocks en fonction de là où sont mes clients?
c'est des questions qui sont assez essentielles si derrière vous voulez mettre en place la bonne supply chain qui va supporter ça. Donc aujourd'hui, c'est des fois les premières questions qu'on va poser si on veut pouvoir avoir la bonne supply chain qu'on a en face. Et ce que vous voyez de l'autre côté, donc les schémas directeurs logistiques et industriels sont aussi des sujets qui sont très demandés actuellement. C'est-à-dire que vous avez une certaine organisation aujourd'hui avec des fournisseurs, des usines, des plateformes logistiques, des filiales et vos clients. Et vous vous reposez la question de dire, ben voilà, est-ce qu'aujourd'hui, le système que j'ai en place supporte correctement mon organisation? Est-ce que je ne dois pas bouger certaines choses? Donc, j'ai peut-être des nouvelles usines à ouvrir à certains endroits. J'ai peut-être des plateformes à changer. Est-ce qu'il faut que je centralise? Est-ce qu'il faut que je décentralise? Ça, ce sont des interventions où on va travailler des scénarios différents. Et l'idée, c'est qu'après, vous puissiez prendre les bons choix en ayant connaissance voilà, des chiffres, des impacts qu'il va y avoir derrière. Ce que vous voyez en parallèle, et c'est le sujet aussi, la partie développement durable, c'est que tous ces sujets supply chain vont avoir, et c'est vraiment dans l'ADN de ce qu'on fait, une incidence sur toute cette partie-là. Notamment, et c'est très fort sur la partie schéma directeur logistique, c'est qu'on a eu pendant plusieurs années beaucoup de clients qui nous ont demandé dites-moi, voilà, c'est quoi le planning sur ce scénario-là? C'est quoi les coûts qu'il va y avoir? C'est quoi l'impact sur mes coûts logistiques, mes délais auprès de mes clients, mon taux de service? Mais de plus en plus, on voit apparaître, et nous, on va pousser nos clients à toujours le mettre dans l'équation. C'est quoi mon impact carbone dans ma nouvelle organisation de demain? Et je dois décider dès aujourd'hui, parce que ça, on sait qu'on est parti quand même pour les 10 prochaines années quand on met en place un nouveau schéma directeur. Donc, je dois quand même maîtriser quels vont être mes impacts sur cet aspect. Ok, Voilà. merci. Merci. Sébastien Bruyère, je te laisse présenter la partie plutôt donc décarbonation. Mais volontiers, avant que Sébastien revienne plus en détail sur ce que ça signifie le DMRP, moi je fais. Ah, allô, allô? Vas-y, vas-y. Donc oui, moi je m'occupe de faire le lien entre tous les diagnostics opérationnels que peuvent mener mes collègues et la partie décarbonation. Alors bon, je pense que ici la majorité des gens qui sont participants savent qu'il est judicieux de décarboner parce qu'il y a différentes raisons en tout cas qui incitent fortement à le faire. C'est directement lié à la performance opérationnelle, hein, généralement quand on travaille sur des flux. On travaille aussi sur sa propre performance environnementale, donc c'est plutôt dommage de ne pas le valoriser. Surtout que les marchés évoluent assez vite et aujourd'hui, derrière il y a les clients en tout cas, ou les fournisseurs, ou les consommateurs finaux ont des attentes qui évoluent dans le même sens. Et comme le climat quand même impose certaines contraintes de plus en plus fortes, c'est plutôt judicieux de travailler sur son reporting. Et enfin, surtout le référencement. Donc le référencement qui peut quand même concerner pas mal d'institutions ou d'entreprises avec lesquelles on est en lien, les banques, les groupes, les marchés publics, toutes ces catégories aujourd'hui font évoluer leurs attentes en termes de référencement. Donc, quand on parle de référencement, c'est typiquement être en mesure de montrer patte verte, en quelque sorte, quelle est sa performance carbone, quel est son plan d'adaptation. Est-ce qu'on a une stratégie RSE ou pas? Et aujourd'hui, en tout cas, on sent que ces gens-là sont en train de conditionner leurs interactions à ces sujets. Et enfin, le fait de s'engager tout simplement, donc c'est du bon sens, mais aussi c'est de plus en plus demandé, ne serait-ce que sur le marché sur les recrutements actuels. On a de plus en plus de personnes qui cherchent dans le cadre de sens et qui veulent aussi que l'entreprise soit capable de montrer dans quelle mesure elle est engagée et de quelle manière. Donc, comment faire? Je vais juste lister quelques premiers pas. Si on part de zéro, il y a toujours la possibilité de lancer un premier diagnostic. Et aujourd'hui, les diagnostics sont subventionnés. Notamment par la BPI en coopération avec l'ADEME qui propose des diagnostics décarbonation et adaptation. Donc ça, c'est ce sur lequel on est susceptible d'intervenir, qui sont des diagnostics standardisés qui permettent d'arriver à des résultats qui sont réglementaires, au sens où ils seront publiables sur les sites. Donc ça fera partie des choses que vous pourrez valoriser par la suite. Et donc selon le diagnostic, les restes à charge sont assez accessibles, hein. On parle de entre 3 et 6 000 € selon les types de diagnostics dans lequel on souhaite se lancer.
Ensuite, il y a les choses un peu plus larges. Et quand on a déjà un premier diagnostic qui est fait, un début de plan d'action et qu'on souhaite le rendre plus opérationnel, il existe des programmes comme ACT, pas à pas, qu'on a évoqué en début de cette réunion. Donc là, c'est encore une fois développé par l'ADEME en coopération avec le CDP, Carbon Disclosure Project. Donc c'est un programme qui a quand même vocation à être reconnu à l'échelle internationale. Et c'est un programme qui peut se mener soit à l'échelle individuelle quand on est quand on a une certaine taille, ou à l'échelle collective, quand on se regroupe en plusieurs entités, qui est subventionné là aussi de manière plutôt lourde, jusqu'à 80%. Donc ça reste à charge entre 5 et 15 000 euros. Et là, c'est un travail qui est assez long, qui pendant un an, on va questionner le début de stratégie et répondre à. Enfin, c'est une interaction entre l'entreprise et le consultant pour arriver à quelque chose qui est le plus proche de l'opérationnel. Donc normalement, une fois qu'on est passé par là, on lance vraiment le plan d'action de manière très concrète. Et enfin, ce qui va nous intéresser aujourd'hui notamment, c'est de focaliser sur un aspect en particulier de sa chaîne de valeur. Donc ici, c'est la supply chain qu'on évoque aujourd'hui. Et là, c'est plutôt l'idée de lier la performance sur la gestion des flux à une performance environnementale. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut suivre la performance de ses propres fournisseurs. On peut valoriser sa propre performance sur sa supply chain, parce que c'est de plus en plus demandé. Concrètement, on va être dans très peu de temps, en tout cas, dans un monde où on va devoir montrer quelle est sa performance chiffrée, donc le kilogramme de CO2 par service rendu. Et pour ça, il faut avoir fait d'ores et déjà un bilan carbone assez évolué pour être en mesure de le faire à l'échelle d'une partie de sa chaîne de valeur. Voilà. Merci beaucoup. Donc, juste un point très rapide sur les références. Voilà, il y a plus de 500 références dans le cabinet qui comportent aussi bien des grands groupes que des groupes plus focalisés sur l'agri et l'agroalimentaire, le retail, la distribution. Donc voilà, on est sur toutes les chaînes de valeur, aussi bien sur la partie service. Et donc c'est une expertise globale qu'on est capable d'activer aussi bien sur des grands groupes que sur des PME et des ETI. Donc, quand on parle de décarbonation, on peut très bien parler de pratiques culturales, d'agroécologie, d'éléments de ce type-là. On peut parler de cycle de vie, on peut parler d'efficacité énergétique, on peut parler de sourcing, comme évoqué, on peut parler aussi voilà, d'un moment donné de choix des modes énergétiques des véhicules utilisés. Mais on peut parler aussi supply chain, et c'est là-dessus qu'on va focaliser aujourd'hui. Donc, on est là pour vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une supply chain robuste et en quoi c'est un maillon et un levier de décarbonation. Et quand on parle d'une supply chain robuste, le concept qui est derrière, c'est une supply chain qui est pilotée par la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on part d'un constat sur la planification dans le monde moderne. C'est qu'en fait, on utilise des outils qui ont été conçus dans les années 50, donc le fameux MRP ou CBN, calcul du besoin net, qui ont été programmés dans les années 60, mis en place dans les années 70, un petit peu améliorés, mais que rien n'a changé. Pourtant, et donc ça c'est un outil qui est basé sur des prévisions de vente, sur des productions, sur des prévisions, on considère que le monde est parfait et on est capable de l'anticiper, de le prévoir. Sauf que le monde, il a changé, je pense qu'on en a tous pris conscience. On est dans un monde qui est volatile, incertain, beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu. Les éléments sont plus difficiles à déchiffrer. Là où il y a quelques années, on arrivait à prévoir l'année prochaine, euh, depuis quelques mois, on pouvait plus prévoir que par semestre, et puis maintenant par mois, et maintenant on est presque en train de regarder qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc cette notion de prévision, en fait, et perd en fait de son côté actionnable dans les supply chains. Heureusement, et donc c'est la partie il y a la preuve en fait d'un certain nombre de problèmes, malgré tout le temps qui est mis en place pour planifier, pour gérer, donc faire, défaire, refaire, reprioriser des urgences au niveau du fameux MRP ou CBN. Qu'est-ce qu'on constate en termes de statistiques? C'est que globalement, on a soit trop de stocks, soit pas assez. Parce qu'en fait, on a prévu soit trop, soit pas assez. Et donc, on a une problème de performance de stock qui génère des gâchis. Ça génère aussi des taux de service qui sont faibles, qui sont variables, et donc avec des pertes de marché. Et ça génère des coûts élevés de mise en œuvre d'urgence sur du transport additionnel, qui est très carbone, qui est généralement très carboné, la gestion des urgences, du stress et des heures supplémentaires.
Heureusement, il existe depuis quelques années, et c'est ça dont on va vous parler aujourd'hui, c'est des principes qui permettent d'apporter de la robustesse et de la performance dans le contexte. Ça s'appelle donc le DDMRP, donc c'est de la planification pilotée par la demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère que le monde il n'est pas parfait, et donc il y a besoin de stocks stratégiques qui sont placés pour protéger les flux avec une logique de stock dynamique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sans cesse en étant à mettre à jour des éléments. Et donc là, la méthodologie qui est derrière permet de mettre à jour dynamiquement par rapport à un certain nombre de paramètres ces différents buffers, ces différents amortisseurs. C'est d'utiliser la demande réelle pour déclencher des ordres de fabrication. Plus des prévisions, mais des ordres mais la demande réelle. On va préciser les choses. C'est le fait de faciliter les flux d'informations et de fournir des signaux clairs à chaque ressource. Parce que parfois, on a le meilleur plan de bataille, mais si derrière, en fait, on n'arrive pas à transférer à chaque acteur au quotidien, dans dans les décisions du quotidien, quelles sont les priorités, par quoi on doit commencer, et bien en fait, le meilleur plan, on a du mal à l'appliquer. Et c'est aussi une facilité de mettre en place un monitoring de points de contrôle qui vont donner en fait une vision clair de qu'est-ce qui dérive, qu'est-ce qui est stable. Et ça, c'est des choses qui sont partageables derrière dans le cadre en fait d'un SNOP et qui vont permettre, grâce à un modèle numérique de la supply chain, de pouvoir voir les écarts entre le modèle et la réalité. Et donc, ça crée un standard et dans lequel tout le monde peut se référencer. Ça va aussi permettre de synchroniser dynamiquement les différentes visions. C'est-à-dire que c'est une logique qui est intégrée et qui permet, comme je vous disais, à la fois de donner une vision très claire à chaque ressource qui doit décider de quel ordre de travaux ils doivent produire. Ça donne aussi une vision claire au niveau de la direction et de modéliser les impacts des décisions de la direction en termes de stock et en termes d'impact sur les différents horizons de planification. Donc c'est toute cette logique et c'est ces deux logiques avec des interactions qui permettent en fait de remonter de l'information du terrain pour aider à la prise de décision et éclairer en fait des situations plutôt stratégiques ou tactiques, et à la fois de pouvoir redescendre un certain nombre de consignes et de modéliser l'impact en fait de ces décisions pour le terrain. Qu'est-ce que ça veut dire globalement la DDMRP? C'est-à-dire que vous allez avoir un stock qui sera placé au bon niveau, au bon endroit. Donc là, vous aviez une distribution bimodale. Ce qu'on constate, c'est qu'ensuite, vous avez un stock qui est plutôt positionné autour d'une plage optimale. Ça permet de voir les écarts par rapport à cette plage optimale et donc de redimensionner un certain nombre d'hypothèses en temps réel. Ça va limiter le fait qu'il y ait des stocks et d'assumer le fait qu'il y ait des stocks. Ça va permettre de limiter toutes les variabilités qui se diffusent dans le système. Ça va permettre d'avoir un équilibre entre les flux poussés et les flux tirés. C'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un équilibre et ça, c'est quelque chose qui est dynamique. Et donc, ce qui est intéressant avec cette logique de DDMRP, et donc planification par la demande, c'est que forcément, ça a des gains économiques par l'amélioration du taux de service, par la réduction des coûts logistiques, la réduction du niveau de stock et donc avec une réduction des coûts globaux de votre supply chain. Mais ça a un impact aussi carbone par la réduction des urgences, la capacité à optimiser tous les moyens de transport et notamment dans la partie agroalimentaire, à mieux gérer, à optimiser les contraintes liées au DLC, par exemple. Donc, pour être plus concret par rapport à ces éléments, je vais repasser l'écran à Sébastien Rabat qui va vous présenter des cas très concrets, très opérationnels qui ont été mis en place dans des sociétés avec lesquelles on a travaillé. Sébastien, ton micro. Pardon, excusez-moi, je vous repartage mon écran. Donc voilà, je vais vous présenter alors un premier cas. On est dans l'industrie textile ici sur une PME. Alors pour ceux parmi vous qui aiment faire de l'escalade, vous devez connaître cette marque, mais on est donc chez Béal, qui est une entreprise familiale qui est située juste à côté de Lyon. À Vienne et qui a plusieurs sites opérationnels initialement. Donc on avait un site de fabrication à Vienne, une plateforme logistique aussi à Pont-Évêque juste à côté et un site de fabrication également à Madagascar.
L'activité principale, c'est de la fabrication de cordes. À travers Béal, vous avez pas mal de produits différents, mais le cœur de métier, alors initialement, il fabriquait plutôt des lacets pour chaussures, mais derrière, ça s'est transformé en la fabrication de cordes d'escalade, que vous retrouvez dans le marché, on va dire, sport outdoor, tout comme aussi tout ce qui est des opérations complexes, notamment pompiers, lavage de carreaux. Euh, Très synthétiquement sur le processus, enfin, l'organisation globale de Béal. Donc, vous avez une usine de fabrication qui fait des cordes au niveau de Vienne et qui va livrer un entrepôt. Vous avez une usine très importante à Madagascar qui va aussi livrer la partie Pont-Évêque. Et vous avez tout un ensemble d'autres fournisseurs avec des flux de négoce, mais qui vont concerner le matériel d'escalade qui n'est pas dans la partie textile, tout ce qui va être des casques, la partie un petit peu aussi métallique, mousqueton, etc. Et derrière, vous avez des clients finaux qui vont être liés à des distributeurs, du retail, des marchés publics et une plateforme e-commerce sur laquelle vous pouvez, en tant que particulier aussi, aller acheter votre corde. Euh, En termes de fabrication, alors très rapidement, on n'a pas de détails, mais la fabrication d'une corde, globalement, elle est en deux grandes parties. Il y a une partie qu'on appelle l'âme, qui est vraiment l'intérieur de la corde, faite voilà, en deux étapes à travers de la rétractation et de l'assemblage. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le fil de gaine, qui est plutôt la partie extérieure. Donc c'est ce que vous voyez en tant qu'utilisateur, et c'est aussi ce qui va amener certaines propriétés au niveau protection éventuellement pour le froid si vous faites de la montagne. Euh, voilà, donc c'est une étape, enfin, on a trois étapes à ce niveau-là. Il y a un tricotage, une phase de sous-traitance, donc les cordes se partent pour être aussi traitées à l'extérieur, et derrière, on va redétricoter tout ça. L'assemblage final, c'est donc du tressage, hein, donc c'est tressage, c'est à la verticale hein, par rapport au tissage. Et derrière, une fois que vous avez, donc on pourrait dire que c'est une phase d'assemblage. Et derrière, vous avez de la coupe et du conditionnement derrière pour pouvoir partir chez les clients finaux. Euh, Ce qu'on a, donc c'est une mission qui a démarré début, on était en janvier 2022. Les constats derrière, quand on a démarré, c'est qu'on a très vite vu qu'il y avait un processus au niveau de la planification qui était inefficace, dans le sens où il n'était pas posé sur un système correctement établi, et on avait beaucoup de lancements d'ordres de fabrication ou d'ordres d'achat auprès des fournisseurs qui étaient faits de manière manuelle, un peu dans l'urgence par rapport à ce qu'il y avait en termes de demande client. Mais quand vous prenez ça et que derrière, vous avez des lead time de fabrication ou des lead time d'achat pour pouvoir avoir les produits disponibles en stock, vous vous retrouvez avec un décalage important avec le besoin client. Ce décalage, il provoque, c'est exactement ce qu'a présenté Pierre tout à l'heure, un manque de maîtrise au niveau des stocks, et vous avez cette répartition qu'on appelle bimodale, c'est-à-dire que vous avez tout un ensemble de références pour lesquelles vous en avez trop, et vous savez pas pourquoi à un moment vous les avez approvisionnées, vous les avez produites, mais derrière, c'est des choses qui se vendent pas. Et de l'autre côté, vous avez des références qui sont très demandées par vos clients, et là, vous en avez pas ou trop peu. Et derrière, il y a un double impact, c'est que d'un côté, votre taux de service, il est mauvais parce que les demandes qu'on vous fait, vous n'êtes pas capable d'y répondre, et là, ça part chez vos concurrents. Et de l'autre côté, c'est que vous portez aussi des stocks importants de produits que vous n'arrivez pas à vendre. Donc un impact aussi sur votre BFR. Euh, je vous donne juste voilà, le taux de service qu'on avait constaté en moyenne sur 2021. Alors, d'un côté, il est bas, ça c'est la première chose qu'on voit. La deuxième, c'est qu'il n'est pas non plus du tout piloté. Quand vous avez une variabilité comme ça sur un taux de service, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas mis les processus qui vont bien pour pouvoir piloter correctement cet indicateur-là. Donc, les trois grands points, nous, de diagnostic qu'on a eu assez rapidement, c'est que la situation, on a une visibilité sur ce milieu-là, et je pense qu'elle vous concerne aussi, qui est
quand même assez court terme au niveau du carnet de commandes. C'est-à-dire qu'on n'a pas de grande profondeur de commandes fermes devant nous. Donc aujourd'hui, ben, avec les délais de fabrication qu'on a, il va falloir qu'on mette des hypothèses sur ce qui devrait tomber derrière. De l'autre, vous avez une demande qui est très variable. Le milieu de la corde, il est lié quand même à de la saisonnalité, hein, que ce soit été, hiver, des rentrées scolaires, des gymnases qui vont renouveler leur matériel, etc. Mais on a une demande qui est quand même très variable. Et donc forcément, ça va avoir un impact sur la partie planification et organisation de la production. Et puis, vous êtes dans un marché qui est concurrentiel. Donc, derrière, ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est valable presque tout secteur confondu, c'est que vous avez des clients qui veulent une réactivité de votre part. Donc, quand on vous demande quelque chose, on aimerait l'avoir dans un délai qui est le plus court possible. On peut avoir des grands volumes qui sont demandés d'un seul coup. Et ça, bah, ça vous demande une certaine agilité à avoir. Mais si vous l'avez, c'est sûr que vous allez augmenter vos parts de marché sur le secteur. Donc, on est parti très rapidement sur la mise en place du DDMRP, effectivement, parce que ouais, donc à l'époque, il n'y avait pas vraiment de système qui était utilisé. Il y a un MRP qui tournait dans le RP qu'ils avaient à l'époque, mais il n'y avait pas de méthode globale de dire comment on structure nos opérations et notre supply chain. Donc, très synthétiquement, quand vous mettez en place le DDMRP, l'idée, comme l'a montré Pierre dans son schéma, c'est de savoir où est-ce que vous allez mettre ces points de découplage, donc ces stocks que vous allez positionner. Deuxièmement, quel niveau vous allez avoir, parce que l'idée, on sait que c'est un coût, donc l'idée, c'est d'avoir un coût qu'on maîtrise, et c'est aussi de la place, donc où est-ce que j'ai ma place. La troisième étape, c'est de l'ajuster dynamiquement. Donc pour ceux qui connaissent un peu la partie Lean, la différence entre un Kanban et le DDMRP, c'est que vous avez des ajustements dynamiques qui sont quasi en temps réel. Donc vous avez un système qui s'ajuste très rapidement. Et ajuster dynamiquement, ça veut dire aussi de savoir quelle est ma demande client. Donc on travaille toujours avec la consommation que nos clients font de nos références. C'est le moteur qui va derrière faire en sorte que vous avez un système qui s'adapte en fonction de la consommation de vos clients. La quatrième étape, c'est de connecter justement cette demande client avec votre système. Donc, vous avez prévu des buffers, etc. Vous avez prévu ces points de découplage. Il faut qu'aujourd'hui, la demande client, elle vienne se connecter sur tous les maillons de votre chaîne. Et la cinquième, c'est que vous allez construire ensuite les outils. Et la méthode des DMRP est pour le coup très bonne sur la partie visuelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez des outils de pilotage, vous allez les répercuter auprès de vos fournisseurs, auprès de vos systèmes de fabrication, de vos ateliers, pour que la logique que vous avez mis en place, il y ait ce système de couleurs qu'on va utiliser pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Et donc, bon, je ne reviens pas sur le pourquoi, mais l'idée, c'est vraiment de travailler la partie diminution de nos coûts de supply chain, réduction aussi des lead time de fabrication et amélioration du taux de service. Et en conséquence de tout ça, vous avez les améliorations sur la partie bilan carbone. Ce qu'on a fait dans le projet en plusieurs étapes, c'est que nous, on a démarré par tout ce qui était produit fini au niveau de la France. Donc, c'est notre première étape. On avait à peu près donc 1000 références qu'on a gardées au final, parce qu'on a eu aussi un grand travail sur filtrer quelles étaient vraiment les références actives, celles qu'on vend auprès de nos clients, et se débarrasser de tout ce qui était devenu complètement obsolète. Donc 1000 références MTO, MTS, donc c'est ce que vous fabriquez à la commande, les MTO, et MTS, c'est ce que vous fabriquez sur stock. Donc, on a commencé par ce premier point qui était vraiment essentiel pour pouvoir retravailler le bon taux de service client et régénérer un chiffre d'affaires correct pour Béal. La deuxième étape, c'est qu'on est remonté dans les processus de fabrication auprès de tout ce qu'on appelle les semi-finis. Donc, c'est ce que moi, j'ai nommé par la partie âme et la partie fil de gaine. Donc, c'est d'avoir les produits disponibles pour faire les dernières étapes de fabrication le plus rapidement possible. Il faut que j'ai, moi, mes bons stocks de produits qui me permettent de lancer ces ordres de fabrication-là. Troisième étape, on a connecté toute la partie flux de négoce. Donc, c'est tous ces produits qui venaient des autres fournisseurs. Là, on n'est plus chez nous et on est forcément avec des délais de livraison qui sont plus importants que notre propre système de fabrication. Donc, c'est plus long à mettre en place, mais derrière, on avait aussi toute une partie du chiffre d'affaires. Et quand vous avez des commandes complètes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des gymnases qui disent, mais moi, je veux bien les cordes, mais si vous n'avez pas le casque qui va avec, moi, je passe pas ma commande. Donc, à un moment, si on veut optimiser un taux de service, il faut avoir le bon niveau de stock sur tous les produits qu'on est susceptible de vous demander. Donc, il était logique de connecter cette partie-là.
Et partie d'après, pour mettre une logique aussi dans le groupe, on a connecté tous les produits finis qui venaient de Madagascar. Donc on est parti aussi à Madagascar pour faire la même méthode. Euh, un petit choc culturel au passage, puisque finalement c'est le même projet, mais c'est pas la même manière aussi d'implémenter la solution, bien que ce soit la même chose. Mais quand on est dans une culture française et une culture malgache, c'est complètement différent. Et la dernière étape, c'était de faire aussi la partie semi-finie qui partait vers Madagascar, sachant qu'elle était produite par la France pour Madagascar. La transformation derrière, d'un côté, c'est une grosse transformation au niveau de la production, parce que nous, ça les a forcément revu tout ce qui était partie taille de l'eau. Donc taille de l'eau de production, tout comme taille de l'eau auprès des fournisseurs. Revoir aussi nos lead time, c'est quoi vraiment le délai qu'on a au niveau de nos ateliers, au niveau de nos fournisseurs. Mettre en place des machines dédiées, donc dans vos systèmes de production, c'est se dire, ces références-là, aujourd'hui, je sais que je vais les faire avec ces machines et ça ne changera pas. Ça me permet de maîtriser mieux aussi mon délai. Mettre en place du management visuel, revoir aussi les flux de production et notamment parce que dans cette mission, il y a eu aussi l'agencement d'un nouveau site de fabrication Béal qui s'est mis à coller avec la plateforme logistique de Pont-Évêque. Et enfin, la réorganisation aussi des équipes, parce que derrière, les métiers vont changer. On va demander aussi des compétences nouvelles auprès de nos équipes. En partie supply chain, on a mis en place ce qu'on appelle du VMI, le Vendor Managed Inventory, entre la France et Madagascar. C'est-à-dire que les plans de production, dans cette relation un peu client-fournisseur, le fournisseur prend la main sur les stocks et si on se met d'accord sur quels sont les niveaux de stock qu'on attend au niveau de la plateforme, on est tout à fait libre de choisir le plan de production qui va bien. C'est-à-dire qu'on n'attend plus une commande qui vient de la France pour réapprovisionner depuis Madagascar. Maintenant, Madagascar a l'autonomie, sous réserve d'avoir la vision sur les stocks France, de se dire voilà ce qu'il faut que je produise aujourd'hui pour que ça arrive en stock demain. Et c'est toute la partie aussi outils de gestion charge-capacité pour pouvoir adapter correctement le modèle avec les capacités disponibles. Et derrière, bien sûr important, la partie KPI qui nous permet de suivre ça. C'est aussi une transformation digitale parce que ça vous demande quand même une maîtrise de vos données et être sûr que derrière, ce que vous avez dans le système, que ce soit les stocks, les encours, les consommations de vos clients, les prévisions que vous pouvez travailler, derrière, vous devez être quand même propre sur ces données-là si vous voulez pouvoir prendre correctement vos décisions. Et ça a demandé forcément la création de divers outils qui nous ont permis aussi de piloter tout ça. Et enfin, c'est aussi une transformation sur la partie commerciale et marketing, parce que ça amène forcément ces questions que je vous ai évoquées tout à l'heure sur qu'est-ce que je produis à la demande, qu'est-ce que je produis sur stock, hein, donc la politique de service. Aujourd'hui, donc les équipes commerciales qui derrière sont en charge d'avoir la relation avec le client, elles vont forcément devoir participer à la transformation de l'entreprise, parce que c'est elles qu'on attend en termes de positionnement pour savoir qu'est-ce que je dois avoir demain en stock, qu'est-ce que je dois garder à la commande. Et il faut trouver le bon compromis avec la partie supply chain et production en fonction de ce qu'on est capable de faire. C'est aussi la partie gestion des lancements et des fins de vie produits. On est dans les marchés sur lesquels il y a des nouvelles cordes qui sont proposées, des nouveaux harnais, des nouveaux casques. Tout ça, dans le DDMRP, c'est aussi quelque chose qu'il faut gérer avec la fin d'un produit et puis la naissance d'un nouveau. Ça remonte aussi sur, et ce qui n'existait pas chez eux, travailler la partie prévision. Si demain on veut avoir aussi une adaptation correcte de notre modèle, les prévisions, elles ne sont pas mises à la poubelle dans un système DDMRP, elles sont utilisées pour pouvoir prédimensionner ces stocks de découplage, mais derrière on en a besoin pour adapter notre modèle et commencer aussi à travailler notamment l'adaptation de la charge en face l'adaptation de la capacité en face des charges prévisionnelles qu'on a données. Et enfin, c'était la révolution au niveau du service ADV, puisque derrière, l'indicateur clé qu'on cherchait à transformer, c'était le taux de service. Le taux de service, il était piloté par l'ADV. Donc derrière, on a mis en place les processus, les outils, les mesures qu'il fallait pour que l'ADV reprenne dans sa main ce pilotage de taux de service.
En termes de juste de planning, pour vous dire, parce que c'est quand même des projets de transformation qui sont assez longs. Elles touchent les orgas, les métiers, les processus, les règles. Donc derrière, voilà, c'était juste pour vous montrer que il y a eu presque voilà 2 ans quasiment de projets pour mettre en place ces choses-là. Il faut forcément que les gens s'approprient. Il faut qu'on travaille les outils et c'est quand même et ça restera toujours un processus auto-apprenant. Donc ce qui est valable à un moment, il faut aussi pouvoir prendre le pouls et faire vraiment de l'amélioration continue sur son système pour pouvoir le réadapter en permanence. Donc, c'est pas un projet DDMRP. Même sur une PME, vous voyez, qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, finalement, ça reste un projet costaud quand on veut s'approprier correctement et complètement la méthode. Enfin, donc en termes de résultats, la partie taux de service, donc on a quand même réussi à la remonter à 95% et surtout à la stabiliser. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'avoir quand même une promesse client qui est stable. Derrière, une réactivité qui est beaucoup améliorée. Donc, le vieux campeur, par exemple, donc, pour ceux qui connaissent, ça reste une des anciennes principales et un client principal chez Béal. Derrière, on avait largement amélioré la disponibilité et le taux de réactivité qu'on pouvait amener au vieux campeur. Euh, la partie qui nous intéresse, bah, derrière, en conséquence de tout ça, c'est la partie coût et environnement. Madagascar, France, beaucoup de transports par avion, beaucoup de transports par avion à partir du moment où on est en retard sur quelque chose. Et quand on a un taux de service qui est faible, bah forcément, on va avoir une tendance à jouer sur le nombre d'avions et le temps disponible entre les différents sites. Et donc, le nombre d'avions était super important quand on a commencé. Le fait de poser un système comme ça avec des stocks bien dimensionnés, de travailler sa planification, de plus être dans l'urgence, c'est ce qui vous permet de travailler la partie transport express et donc avion. Et ça, on a réussi à le baisser de 57% en 2023, ce qui nous a permis d'économiser 140 tonnes de CO2 derrière. Et évidemment, vous avez la partie réduction du stock dormant. La partie humaine n'est pas à négliger aussi en termes de transformation, puisque si vous diminuez les urgences, vous diminuez aussi le stress de vos équipes. Et ça, c'est quand même essentiel si vous voulez avoir une organisation stable derrière. C'est une évolution de la culture de l'entreprise qui tourne aussi autour de la performance et on essaye d'avoir tous nos collaborateurs qui sont sur la même méthode DDMRP avec les mêmes KPI. Et puis c'est de la responsabilisation parce que derrière il y a des nouvelles fonctions, des nouvelles choses qu'on va demander aussi à nos collaborateurs et donc ça les fait monter en responsabilité. Et derrière, ça nous a permis aussi de construire des moments de convivialité plus importants. Voilà, c'est juste pour vous montrer aussi le taux de service stabilisé progressivement autour du temps dans cette transformation. Je vais vous parler très rapidement du K2 parce Alors, que on va peut-être juste poser une question. Donc, effectivement, dans le chat, il y a la question des transports qui est venue. Et donc, vous indiquez que dans l'exemple qui va venir, l'impact du transport va être abordé. Dans ce premier cas, en fait, il n'a pas forcément été cité en tant que tel, mais c'est parce qu'il n'avait pas été identifié comme un sujet d'entrée prioritaire lors des phases de diagnostic? non, il n'a pas été mis en priorité. Vous avez vu dans mon schéma, Madagascar est arrivé plus tard. Le transport, principalement, de toute façon, c'était les flux entre la France et Madagascar. C'est là qu'on les retrouvait initialement, mais ça n'a pas du tout été le sujet principal. Il fallait résoudre très vite la situation sur la partie France et disponibilité des stocks avec la production en France. Par contre, c'est venu en fait naturellement derrière dans la transformation, se dire à un moment il va falloir qu'on mette en place aussi cette méthode auprès de Madagascar. Et quand on a fait l'état des lieux du nombre de transports urgents qu'il y avait entre les deux sites industriels, on a tout de suite vu les impacts carbone qu'on pouvait avoir sur cette transformation-là. Mais effectivement, en fait, ça n'a pas été le déclencheur initial. Par contre, protéger et assurer ces flux au niveau de sa supply chain, ça va découler derrière sur le fait que vous allez optimiser votre partie CO2. Hmm. D'accord, merci beaucoup. Et donc, on vous laisse aller sur le deuxième exemple et n'hésitez pas à poser vos questions du coup en temps réel dans la conversation.
Très bien. Alors, il est 48, je vais essayer d'aller vite, parce que vous m'avez demandé de finir à 50. Alors, voilà, on est dans une autre industrie complètement différente, mais là, on est au niveau de l'automobile sur un groupe qui est plus grand. Voilà, groupe Bontaz, certains doivent peut-être le connaître au niveau on est dans la vallée de l'Arve. On fait du décolletage, mais là, il y a 20 usines on a 20 usines dans 11 pays différents. Et là, la problématique, donc eux avaient installé des DMRP, mais de manière un peu Big Bang. Donc, un gros challenge de changement auprès de toutes les équipes dans le monde. Et on avait un souci au niveau de la France avec ce que vous voyez au milieu, un taux de service interne, l'OTIF interne, qui s'était fortement dégradé. C'est-à-dire qu'on n'approvisionnait pas correctement les filiales, notamment Maroc-Tunisie, qui représentent 80% du flux. Et derrière, bah, petit à petit, vous allez diminuer les stocks qui sont en aval, et les stocks après, derrière, c'est les stocks de produits finis que vous donnez pour le milieu de l'automobile. Donc, je peux vous dire que là, on est dans des milieux qui sont quand même très serrés. Les pénalités sont très fortes. Vous n'avez pas le droit de manquer en termes de stock là-dessus. Donc, si vous sentez qu'en amont de votre supply chain, vous commencez à avoir des indicateurs qui virent vers le rouge, il faut très vite régler la situation si vous voulez pas que les points de découplage en aval soient impactés. Le process, on est à peu près sur un mois de fabrication, grosso modo, sur la partie France. Et l'idée, donc, c'est de nourrir ces filiales derrière pour faire de l'assemblage et récupérer le produit fini qu'on va pouvoir vendre sur le marché. Euh, Bien que ce soit du DDMRP, en fait, on reste sur une problématique flux et travailler correctement cette partie de taux de service entre entités et éviter forcément en fait les transports urgents qu'il y avait. Donc, le constat de départ quand on a démarré ici, c'est qu'il fallait absolument livrer correctement Maroc et Tunisie. Et donc, derrière, on faisait énormément d'avions et de taxis pour pouvoir approvisionner correctement les pièces. On était sur du J+2, J+3 en termes de livraison. Mais si j'avais pas les stocks disponibles, eh ben, on faisait donc ces transports express. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a plutôt travaillé le flux au niveau de la France avec des étapes et on a saucissonné, on va dire, notre processus pour pas arriver dos au mur en fait à chaque demande des filiales, mais vraiment responsabiliser des ateliers, avoir la même logique de taux de service client-fournisseur, mais au sein même d'une usine pour pouvoir travailler le flux. Donc, on a travaillé la partie planification, on a travaillé la partie ordonnancement, hein, j'essaie de ne pas trop rentrer dans le détail, l'échange et la communication avec les filiales, l'établissement de listes à servir, donc quels sont les ordres de fabrication que je dois travailler cette semaine, qu'est-ce qui est urgent, et vraiment à une maille très fine au niveau de l'usine de la France, et puis du suivi terrain et de la livraison, donc OTI, c'est les ordres de transfert interne. L'idée, c'est d'avoir quand même des rituels au niveau de la production, des rituels auprès de ses fournisseurs, enfin surtout de la partie sous-traitance des pièces, mais s'assurer que tous les jours, on avance correctement dans le flux. Je ne vais pas passer trop de temps sur cette partie KPI. Ce que vous voyez surtout en bas à gauche, c'est la partie transport exceptionnel. Donc la transformation était moins radicale aussi que chez Béal, où là, il y a vraiment une explosion au niveau du taux de service et une très forte amélioration. Et ce que je veux dire ici, c'est que Bontaz a travaillé très longtemps dans l'urgence, en fait, à gérer voilà, des avions et des taxis parce qu'on n'a jamais la bonne disponibilité des pièces et on arrive mal à communiquer avec notre client en aval, même si on est encore dans le même groupe. Et derrière, bah, on a encore ce stress humain au niveau des équipes et finalement, on ne sait plus sur quoi travailler. Il y a plus que de l'urgence au niveau de notre système. Et ça se répercute par ces transports exceptionnels et donc derrière un impact CO2 qui est énorme. L'idée de ces projets de travailler sur les flux, c'est que quand vous remettez justement de la visibilité, que vous commencez à travailler votre planification, de ne pas se dire qu'est-ce que je dois faire demain, mais que je commence à anticiper correctement ce que je dois faire la semaine prochaine et que j'arrive à avoir justement une couverture un peu plus grande sur mes produits et que vous pouvez donc planifier derrière vos transports entre entités, bah là, vous allez avoir, un, de la massification de ce que vous mettez dans vos transports, et deux, vous allez pouvoir couper les transports exceptionnels. En gros, on est passé à peu près de 50 000 euros par mois de transport exceptionnel à moins de 10 000 euros à la suite de cette transformation. Ce qui fait une économie, allez, j'ai chiffré à la louche là-dessus, mais de 40 tonnes de CO2 par mois.
Voilà, je suis désolé d'avoir un petit peu débordé, mais je vous laisse du temps pour les questions. Ben, un grand merci. Moi, je voulais savoir du coup par rapport à la personne qui avait posé cette question concernant le transport. Du coup, est-ce que les événements, enfin les éléments évoqués autour de cette massification et de la réduction des transports exceptionnels venaient en réponse à vos questionnements, ou est-ce que vous envisagez aussi d'autres aspects? Oui, alors bonjour, donc moi c'est Béatrice, Société Technicem à Longuet-Jumelles. On est spécialisé dans les semences et donc on fait beaucoup de transports maritimes donc dans différents pays d'Afrique Mhm. et de l'aérien. Et en fait, là j'ai assisté à la conférence parce que le but c'est de travailler sur une politique RSE en matière de réduction de CO2. On souhaiterait réduire l'usage de l'aérien. Par contre, on travaille enfin voilà, donc c'était plus, moi ma demande était plus axée sur comment réduire l'impact écologique sur les transports, en utilisant peut-être, enfin je sais pas, des camions électriques ou des choses comme ça. Enfin, je sais que c'est pas encore au point, mais c'est plus sur la disponibilité d'autres moyens de transport plus écologiques pour livrer nos clients. Alors, j'imagine que les méthodologies mises en place sont les mêmes avec un jeu de contraintes qui serait peut-être un petit peu différent. Mais du coup, est-ce que chez Resultance, vous avez aussi accompagné des démarches comme ça visant à switcher vers d'autres modes de transport alternatifs? Euh, alors oui, en fait, on a ça s'apparenterait là dans le sujet que je vous ai évoqué tout à l'heure sur les schémas directeurs logistiques. C'est-à-dire que vous avez une organisation aujourd'hui avec vos clients, vos plateformes, vos usines et des flux existants. L'idée du schéma directeur logistique, c'est justement de les repenser. Ça, on l'a terminé il n'y a pas très longtemps sur l'usine Pilote, si vous connaissez normalement les stylos. Donc, Pilote, c'est un groupe japonais à la base. La supply chain Europe, on a un énorme site de fabrication et bah, maintenant une nouvelle plateforme logistique qui sont vers Annecy. Et vous avez des filiales qui sont positionnées en Europe sur lesquelles on réalimente les stocks. Vous avez un mix en fait de transport camion et beaucoup de flux avions qui venaient anciennement du Japon. La réorganisation justement de ces flux et les questions qu'on s'est posées, c'était de revoir qu'est-ce qu'on allait mettre en œuvre comme mode de transport, où est-ce qu'on allait mettre la plateforme, la nouvelle plateforme logistique qui allait servir l'Europe. Et voilà, ça c'est une cartographie sur laquelle on pose les options de transport, les délais, quelle massification ça va avoir, mais quel niveau de stock aussi je veux avoir dans chacune de mes filiales auprès de mes clients. Et ça peut se piloter avec un budget carbone, ça. Mhm. Et Pilote avait vraiment dans son aussi la volonté d'avoir cette répercussion sur la partie CO2. C'est vrai que les deux exemples que je vous ai donnés, c'est qu'on a travaillé la supply chain pour remonter un taux de service client, revoir nos flux là-dessus, et en conséquence de ça, on a vu qu'on avait quand même une très belle économie et un affichage sur notre bilan carbone qui sont très bons à donner, mais ce n'était pas la clé d'entrée initiale. Pilote, pour coup, c'était la clé d'entrée initiale. En fait, ce que l'on voit, c'est que la réflexion elle se pose sur le schéma directeur, sur la logique de planification et sur la logique après de vecteur, on va dire, utilisé. Est-ce qu'il est carboné ou pas? Mais donc, c'est vraiment comme s'il y a une logique de poupée russe et il faut adresser les éléments entre guillemets dans le bon ordre. Parce que généralement, les vecteurs décarbonés comme de l'électrique, etc., peuvent apporter des surcoûts. Donc, l'intérêt est de le prendre dans l'autre sens en termes de structure, puis après de logique de planification. Ça permet aussi de gagner en performance économique, voire commerciale, aussi en parallèle d'éventuels surcoûts qui peuvent être après décidés, mais avec un gain opérationnel flagrant, quoi. Mhm. Ben, je vous remercie
de fait pour l'ensemble de ces précisions. L'heure de ce webinaire approche et donc n'hésitez pas si on pourra approfondir d'autres sujets ou si certains vous viennent suite à ces présentations à revenir soit vers le pôle, soit directement vers les intervenants. En tout cas, pour terminer, je voulais vous faire part d'un certain nombre d'informations en lien avec ce sujet de la décarbonation. Donc, on l'a vu à travers ces exemples, le diagnostic initial est important pour structurer une stratégie décarbonation. Et donc, dans cet objectif, VG Police Vallée est en train de considérer le dépôt d'un projet, d'une opération collective autour de la décarbonation auprès de l'ADEME. Et pour cela, il est envisageable, et souhaité, en tout cas, on est en train de recruter différentes entreprises qui souhaiteraient en devenir partenaires pour bénéficier de ces étapes diagnostiques et de se doter du coup d'une stratégie de décarbonation. Donc, pour cela, n'hésitez pas, en cas d'intérêt, je vais vous mettre dans le chat les coordonnées de mes 2 collègues qui s'occupent de ce dépôt. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour voir dans quelle mesure vous pourriez devenir partenaire et bénéficier de cet accompagnement. Et sinon, je voulais aussi vous inviter à répondre à une petite enquête que nous réalisons en lien avec d'autres pôles, donc le pôle Tenerdis et le pôle Accéléra, autour des stratégies de décarbonation dans les domaines agroalimentaires et en agriculture. Voilà, ça pourra aussi orienter l'opération collective dont je vous faisais part précédemment. Donc, je vous mets le lien dans la conversation également vers ce questionnaire. Je vous remercie à tous pour votre participation. Merci aussi aux 3 présentateurs du cabinet Résultance. Et je vous souhaite une très bonne journée. Les présentations seront disponibles sur l'espace adhérent et donc vous serez informés en tant qu'inscrits au webinaire de leur mise à disposition. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et nous restons à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets. Belle journée à Merci tous. beaucoup. Bonne journée à Au tous. revoir. Au revoir.